Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Casemate pour une 3e soirée culte pour ceux qui suivent depuis le début. Alors, les soirées cultes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des soirées qui, à l'origine, ont été conçues dans la région de Montpellier-Toulouse par une association de culture scientifique qui s'appelle Instant Science. Et en fait, ils ont proposé ce concept de soirée qui est de décrypter des films, des séries, des jeux vidéo et d'autres œuvres de la culture populaire, de la culture de science-fiction, de la culture geek, en compagnie d'experts, et le tout dans une ambiance conviviale et animée, puisque vous le verrez tout au long de la soirée, on vous proposera différentes animations. Et donc moi je m'appelle Audrey et je suis accompagnée pour l'animation de cette soirée par des collègues, Pascal et Ulysse qui sont côté régie actuellement, Emmanuel et Virginie de l'autre côté. Et donc pour cette 3e soirée, eh bien après un cours de magie à l'école de Poudlard en compagnie d'Harry Potter, puis une plongée dans la matrice sur le thème de l'intelligence artificielle et des robots, eh bien nous partons ce soir pour l'an 2067 et un voyage à travers le temps et l'espace. Alors Interstellar, c'est un film de Christopher Nolan qui date maintenant de 2014. Le film a été conçu avec un physicien qui s'appelle Kip Thorne, qui est prix Nobel de physique en 2017. Et donc ce scientifique a assuré une vraisemblance scientifique lors de l'écriture du scénario et de la modélisation des effets spéciaux. Mais qu'en est-il pour de vrai ? Eh bien, nos experts vont nous partager quelques petites expertises au sujet de tout ce qui peut être scientifique dans le film sur ces 3 thèmes. Tout d'abord, crise alimentaire et tempête de sable. La fin du monde est-elle pour 2067 ? Coloniser une exoplanète, est-ce vraiment possible ? Où en est la recherche actuellement ? Les trous noirs, les trous de verre, le Tesseract, ces idées sortent-elles de l'imagination de Christopher Nolan ? Et donc, voici le programme pour notre soirée. Eh bien, d'abord, avant d'embarquer pour l'espace, il faut vous tester pour savoir si vous pouvez devenir des astronautes. Donc, on fera un petit test à ce sujet. Et puis, nous nous pencherons sur la fin de l'humanité avec un collapsologue, Nicolas Géraud, avec nous. Nous testerons ensuite vos connaissances au sujet non seulement du film Interstellar, mais aussi de l'œuvre de Christopher Nolan en général. Et puis vous aurez le droit à une petite pause aux alentours de 21h15. Alors après la pause, il me semble que c'est finalement Richard Taillet. C'est bien ça, Richard Taillet qui j'ai perdu ma ligne, mais voilà, qui va nous faire plonger dans l'univers des trous noirs. Ça sera super, sans aucun doute. Donc Richard Taillet, qui est enseignant à l'université de Savoie-Mont-Blanc, directeur de l'UFR Sciences et Montagnes, chercheur au laboratoire d'Annecy de physique théorique dans l'équipe astrophysique et cosmologie. On aura ensuite un petit moment musical et puis après tout cela, nous rencontrerons Romane Le Gall, qui est astronome adjointe à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, l'OSUC, pour explorer les exoplanètes du film. Et pas que. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite par un petit test. J'espère que vous êtes tous bien réveillés pour voir si vous passez la sélection d'astronautes. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Ouais, j'ai à peine quitté la stratosphère. Et cette équipe-là n'a jamais quitté le simulateur. Alors il faut savoir que les astronautes passent de nombreux tests avant d'être sélectionnés pour devenir astronautes. Et puis après, il y a toute la formation qui suit, donc c'est assez énorme. Et donc là, le test que je vais vous proposer, ça a été proposé à la sélection d'astronautes 2008-2009. Laquelle a été racontée par Tim Peake, qui est astronaute anglais. Et donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle Objectif astronaute, dans lequel il raconte notamment toute cette sélection. Et donc ce test, c'est un test de visualisation dans l'espace. Alors attention, ça va être très cérébral. Ça sera la seule comme ça d'animation. Alors vous êtes face à un petit cube, voilà, comme vous pouvez le voir ici, ou bien notre petit cube sur la table. C'est pour vous aider à la visualisation. Et alors il faut imaginer
que sous votre cube se trouve un point, donc un point qui est noir là sur l'image, et je vais vous donner des indications dans la direction dans laquelle va le cube. Alors soit le cube peut aller en avant, soit le cube peut aller en arrière. Vous me suivez? C'est beau? Oui. Soit il peut aller vers votre gauche, de ce côté-là, soit il va aller vers la droite. Oui, vous le faites pivoter en fait mentalement dans votre tête. Vous avez tous le cube et le petit point en dessous, il va falloir le suivre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va, je vais y aller lentement, vous aurez 2 essais. Mentalement, vous faites rouler le cube en avant, à gauche, en avant, à droite, en arrière, à droite. Alors, où se trouve votre point maintenant? Est-ce que vous avez un point quelque part? Certains l'ont perdu, je pense. Alors, qui voit le point, par exemple, au-dessus? Une réponse, d'accord. Qui voit le point devant? Ok, encore pas très populaire, 2 réponses. Qui le voit derrière? Un petit peu plus. Sur le côté, sur votre côté gauche? C'est partagé, hein. Côté droit? Et en dessous? Ah, c'est pas mal. Je compte 2, 3, 4, 5. Allez, 5 astronautes parce que le point se trouve effectivement en dessous. Alors, est-ce que vous voulez faire un deuxième essai? Pour ceux qui ne l'ont pas eu. Ouais, ça va? Bon, alors on est reparti pour un deuxième essai. Alors, voyez votre cube avec le point toujours en dessous, soyons clairs. Faites-le rouler en avant, à droite, en avant, à gauche, en arrière, à gauche. J'en ai perdu. C'est bon? Certains l'ont pas, on verra. Alors, qui l'a au-dessus? Une personne? Devant? Une personne? Derrière? Ouais. À droite? À gauche? En dessous? C'est pas mal, hein? Il est à nouveau en dessous. C'est le piège. Et ben là, j'ai un petit peu plus d'astronautes, donc c'est super. Bravo à vous. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé et tous ceux qui ont essayé, parce que c'est pas évident. J'ai essayé moi-même. Et donc, lors du vrai test, en fait, ça se passait un petit peu comme ça. L'examinateur annonçait de façon orale les directions dans lesquelles devait aller le cube. Et donc, comme le rappelle en fait Tim Peake dans son livre Objectif astronaute, eh bien, être capable de visualiser, de s'orienter dans l'espace, c'est une compétence qui est essentielle pour les astronautes, qui travaillent parfois en fait dans des environnements où ils ne voient pas la totalité de l'équipement. Et puis, en fait, l'état de gravité, il va perturber la perception. Donc, en apesanteur, la notion de haut, de bas, de gauche et de droite, c'est complètement mélangé. Et donc, dans ce contexte, il fallait un petit peu savoir si on était capable de faire cet effort mental. Alors, il y a bien sûr plein d'autres compétences pour être astronaute. La mémoire, la capacité d'analyse, la vie en collectivité, l'esprit d'équipe sont essentiels. L'esprit de prise de décision en équipe ou encore les langues vivantes. Moi, je regarde, les astronautes savent parler 8 langues, c'est assez impressionnant. Alors là, il faut savoir qu'en ce moment même, l'Agence spatiale européenne est en plein recrutement d'une nouvelle promotion d'astronautes. Ils seront 4 ou 6 à être sélectionnés en décembre dernier. Il y avait plus de 22 000 candidatures, ça a été un record, dont de nombreux Français. En fait, la France a été la plus représentée parmi les candidats. Et ça, c'est sûrement Thomas Pesquet qui nous a tous inspirés à postuler, bien sûr. Et donc là, ils sont à peu près encore 80 à être dans le concours. Donc voilà, il passe plein de choses. Donc déjà le passage des candidatures, des tests psychologiques, pratiques, psychomoteurs, une sélection médicale, 2 rounds d'entretien. Et en ce moment, il passe la sélection, justement, les entretiens médicaux.
Voilà. Eh bien, je vous propose, après toutes ces informations sur les astronautes, de revenir sur Terre. Et on va parler de la crise qui sévit en 2067 dans Interstellar. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder et tempêter au déclin du jour. Alors Nicolas, bonjour et merci beaucoup d'être venu te prêter au jeu de ces soirées cultes et d'accepter d'ouvrir le bal des intervenants. Alors avant de plonger dans la physique d'Interstellar, on a eu envie d'aller faire un détour du côté de cette crise climatique, mais pour te présenter, et avant d'aborder le sujet, tu es politologue et sociologue de l'effondrement. Tu mènes cette activité de manière indépendante, je le précise, et par le passé, tu as étudié à Sciences Po. Tu as d'ailleurs eu l'occasion de présenter un mémoire sur une interprétation nietzschéenne du cinéma de Stanley Kubrick. Et tu as aussi été consultant en innovation et études des usages, mais pour ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, on t'avait repéré parce que tu es le créateur des Cafés Collapse ici à Grenoble, et on avait envie d'aborder avec toi ce monde de 2067, ce monde en train de s'effriter, de s'effondrer. Et ce que je te propose, c'est de commencer par un court extrait pour replacer un peu le contexte. Le blé était mort. Le mildiou était arrivé, on avait dû tout brûler. Il nous restait le maïs, on avait des hectares de maïs, mais on avait de la poussière surtout. C'est difficile de vous le décrire. Ça n'arrêtait jamais. C'était un éternel vent de poussière. On avait des petits bouts de tissu avec qu'il fallait se mettre devant le nez et la bouche, de sorte à ne pas en respirer de trop. Et puis quand on mettait la table, on mettait toujours les assiettes à l'envers et tout ce qui s'ensuit, verre, gobelet, devait être mis à l'envers. Alors Interstellar, on l'oublie souvent, c'est pas qu'une fresque spatiale, il y a un 5e du film qui se passe dans ce monde qui vient d'être décrit. J'avais peut-être pour commencer 2 questions pour toi. Est-ce que ce qu'on vient de voir, ça te semble crédible? Est-ce que ça semble crédible pour 2067? Est-ce que ça t'évoque quelque chose, cet effondrement décrit dans Interstellar? Ouais, merci pour l'invitation déjà. Ouais, effectivement, c'est intéressant pour un collapsologue parce que collapsologue, c'est une science qui n'existe pas, déjà, pour dire les choses, qu'on appelle une post-normal science. C'est la discipline, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est la discipline dont je pense on a besoin. Je reviendrai dessus si ça t'intéresse. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est crédible? Avant de te répondre, je veux dire, est-ce que c'est déjà un écho à parce que c'est aussi à ça que servent les œuvres de fiction, pour parler riche, à ce qu'on appelle une Weltanschauung en allemand, donc une vision du monde, une vision qui explique des comportements. Et dans cette vision du monde, et les œuvres de fiction servent à ça, en fait, on vient porter une espèce de cauchemar comme ça, parce que c'est dystopique, hein, évidemment, personne ne souhaite vivre là-dedans, et évidemment, aujourd'hui, peut-être plus encore qu'à l'époque de la sortie du film, ça résonne dans nos représentations du monde, parce que on sent qu'il y a quelque chose de désagréable qui s'est passé. Et effectivement, le premier 5e d'Interstellar installe de façon un petit peu forcée dans la narration, mais c'est normal parce que finalement c'est bref, mais plein d'indices comme ça qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé entre le monde qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est advenu dans Interstellar. Alors qu'est-ce qui est raconté, ou est-ce que ça intéresse en particulier un collapsologue? Est-ce que c'est crédible? C'est une rupture, ce qu'on appelle pompeusement chez les biologistes en particulier, une rupture de service écosystémique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la nature qui est en train de devenir de moins en moins disponible, ou de façon contrainte, ce qui fait que... Disponible pour nous. Ouais, c'est ça, le service écosystémique, mais de toute façon, alors pour le coup, là les collapsologues s'inspirent dans leurs analyses d'anthropologues qui expliquent qu'en fait la nature avec un grand M, c'est un fantasme, et que en fait c'est un objet qui est de toute façon beaucoup moins disponible que ce qu'on pourrait penser dans le monde. Il y a par exemple, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 ou 4% seulement de la biomasse des mammifères à l'échelle de la Terre qui est constituée par des animaux sauvages. Le reste, c'est soit des êtres humains, soit de l'élevage. Donc on a une
Ça pour dire qu'on a déjà aujourd'hui une représentation de la nature comme quelque chose de foisonnant et de sauvage, mais la pente sur laquelle on est depuis l'Anthropocène, et ça c'est un vrai sujet de collapsologie, c'est qu'est-ce que c'est l'Anthropocène et qu'est-ce que c'est ses implications pour la façon dont fonctionnent nos sociétés aujourd'hui, et surtout à quel risque est-ce qu'on se trouve d'effondrement de la société, mais là notamment d'effondrement de la société, parce que c'est ça qui va arriver dans Interstellar. Je me permets de spoiler parce que j'imagine que si vous êtes là, oui, il y aura du spoil toute la soirée, hein, a priori. Si vous n'avez pas vu le film, a priori, j'ose espérer que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Mais, voilà. mais déjà dans l'extrait que tu as habilement choisi, c'est ça qui est évoqué, c'est que on voit que le monde, donc encore une fois, notre Weltanschauung, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus possible. Il y a dû y avoir des adaptations. On pourrait appeler, alors ça c'est encore un autre mot-clé, mais des comportements résilients dans le bon et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que l'humanité s'est adaptée, la société s'est adaptée. Il y a des choses qui sont encore possibles, mais il y en a qui ne le sont plus. Il y a le hot dog qui est plus possible de commander quand on va voir le match de baseball. Et puis surtout là, on voit des gens qui, moi je trouve ça, en sociologue de l'usage, je trouve ça passionnant, parce que c'est habile comme narration. On voit des gens qui savent qu'il va y avoir des tempêtes de sable et que face à ces tempêtes de sable, une des choses qu'il faut faire, c'est savoir retourner l'assiette. Et il y a comme ça tout le long du film des tas de comportements adaptés. Oui, c'est paradoxal, hein, c'est pas un effondrement très profond, hein, c'est des gestes du quotidien, retourner une assiette, etc. Et finalement, c'est plutôt sur l'agriculture qu'on nous amène. On a des passages où on les voit en train de visiter les serres, etc., en train de parler du fait qu'il n'y a plus que le maïs qui risque de survivre et éventuellement de disparaître. Est-ce que c'est vraiment un effondrement qu'on voit dans Interstellar ? Alors en fait, c'est un cauchemar. Et il faut le prendre comme un récit de science-fiction dystopique. C'est un cauchemar dans la mesure où en fait c'est le fruit d'un acharnement. Enfin, on peut penser que ce qui s'est passé entre aujourd'hui et 2067, c'est le résultat d'une espèce d'acharnement d'une société qui serait arc-boutée pour défendre ce qu'elle pouvait, maintenir ce qu'elle pouvait des modes de vie qu'on a connus, mais qui a quand même dû renégocier certaines choses. Il n'y a plus besoin d'ingénieurs, mais il y a besoin d'agriculteurs. On voit bien que la technologie est beaucoup moins disponible, il faut la hacker. On a le héros Cooper qui est un héros entre autres parce qu'il a des comportements ingénieux. Ça c'est habile. Alors en fait, donc pour te répondre, j'ai envie de penser que c'est pas la pente sur laquelle on est, mais je te dis ça la même semaine où on vient de réouvrir des centrales à charbon en France pour produire de l'électricité. Donc je suis pas complètement sûr de ma réponse. Donc tu n'es pas complètement optimiste, peut-être. Sur notre capacité à pivoter et à imaginer tout de suite une organisation sociale qui soit... y a pas je ne vais pas prendre de gants, les collapsos en prennent de moins en moins. On n'a qu'une direction, c'est celle de la sobriété plus de la résilience. Il n'y aura pas de transition énergétique. Donc là, ce qu'on a vu, c'est encore pire qu'en termes de crédibilité scientifique et technologique que le récit de la transition. C'est le récit de l'entêtement dans la production de monoculture, ainsi de suite, et avec une cause qui est identifiée, qui est sur laquelle on peut discuter, mais qui intéresse aussi les collapsologues, qui est l'incompatibilité entre le niveau de population de la planète et les modes de vie auquel tout le monde aspire. Donc là, on voit que si on s'acharne là-dedans, ça produit cet épuisement des services écosystémiques avec des menaces substantielles sur l'humanité. Alors, je t'écoute après, mais juste une anecdote avant, c'est que en 2019, je t'ai amené à parler de stratégie de résilience, et c'était au mois de juin, un peu comme maintenant. Il y avait une première canicule en France comme au mois de juin, et il y avait un témoignage, moi je trouve assez bouleversant, d'une vigneronne qui travaille dans l'Hérault, et elle expliquait qu'elle exploitait des vignes qui avaient un encépage depuis le même encépage depuis la fin du XVIe siècle, très vieille terre agricole. Et en une journée, elle a perdu toutes ses vignes parce que on est passé de, je ne vais pas dire de bêtises, mais on va dire de 40,8 d'un pic de chaleur de 40,8 degrés à l'ombre à 40,9 degrés. Et en fait, ce petit truc qui n'était jamais arrivé, enfin ce record de chaleur, en fait, a fait qu'elle a perdu toutes ses vignes d'un coup d'un seul. Ça, c'est
un exemple de rupture écosystémique. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le film, hein, finalement. On les voit s'inquiéter de l'agriculture. D'ailleurs, l'agriculture, enfin, c'est le métier par excellence dans ce film. On les entend s'inquiéter des récoltes des voisins. On les voit avec des parcelles qui disparaissent, etc. On sent cette difficulté qui intervient, qui fait écho un peu à cette anecdote. D'ailleurs, enfin, on est dans un monde où la science, telle qu'on l'entend aujourd'hui, a été un peu banni quelque part de l'écosystème. C'est plus très bien vu d'être ingénieur, même si tu faisais référence à l'ingéniosité de Cooper. Oui, mais il est dissident. C'est-à-dire qu'en fait, cette figure de Cooper, donc le héros d'Interstellar, on sent qu'il est un peu, les Américains ils disent maverick, hein, pour ce genre de personnage. C'est un peu le cheval fou, difficile à canaliser, qui joue que pour, mais qui peut avoir un effet d'entraînement sur les autres. En fait, évidemment, là aussi, c'est un récit quand même qui reste un peu hollywoodien. C'est Christopher Nolan, tout ça. Donc, on a un héros qui est héros, 1, parce qu'il est ingénieux, 2, parce qu'il a un effet d'entraînement sur les autres, 3, parce qu'il va prendre le risque d'abandonner temporairement sa famille en espérant revenir. En fait, c'est une espèce d'Ulysse moderne. Les Zaed dans Homer parlaient d'Ulysse comme le héros aux 1000 ruses, et là pour le coup il y a aussi des échos à d'autres figures d'astronautes héroïques, et c'est un beau personnage. C'est un beau personnage, c'est un personnage tu le disais, il est un peu dissident, il est dissident notamment au regard de ce que la société a produit pour accompagner un petit peu ce changement nécessaire. Je te propose un autre extrait pour... pas celui-ci, le suivant, pour éclairer un petit peu la façon dont on accompagne cette société en train de s'effondrer. Murphy est une petite extra. Elle est très vive, mais elle s'attire de légers ennuis depuis quelque temps. Elle a apporté ça en classe et l'a fait lire aux autres le chapitre sur l'alunissage. Ouais, c'est un vieux manuel à moi. Elle adore ces illustrations depuis toujours. C'est un vieux manuel officiel. Nous l'avons remplacé par la version corrigée. Corrigée ? Qui explique que les missions Apollo n'étaient que des impostures destinées à ruiner l'URSS. Alors, c'est un rapport particulier à la vérité qu'on retrouve dans Interstellar. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que pour faire écho à une personnalité de la place scientifique grenobloise, Aurélien Barraud, on est incapable collectivement ou individuellement de faire les efforts? Il faut produire d'autres narrations, il faut produire de la coercition pour s'adapter quand on est face à un monde en train de s'effondrer? C'est compliqué. Alors d'abord, comment est-ce qu'on peut interpréter ce verbatim? Il y a deux grandes possibilités. Soit on lui donne beaucoup de crédit, et effectivement on pense qu'au titre des effondrements ou des effritements qui ont lieu dans la société, donc là c'est clairement américaine, entre aujourd'hui et 2067, il y aura un enjeu anthropologique de l'effritement, pour le moins, du rapport à la vérité et à l'histoire, et derrière ça, en termes de valeurs qui sont portées, de rapport là aussi à l'effort héroïque. Donc finalement on a l'impression, et c'est super vertigineux, que cette culture préférerait abandonner l'héroïsme et la vérité de la mission spatiale au profit d'un mensonge finalement avec lequel on serait presque plus à l'aise, parce que c'est moins vertigineux de se dire qu'on n'est pas allé sur la Lune. L'autre, donc c'est une interprétation que je trouve un peu maximaliste. Moi je serais plutôt sur quelque chose d'un peu plus malicieux. Pour le coup, autour de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick avait contribué à un spoof où c'était un faux, mais il avait accompagné l'édition d'un faux documentaire qui racontait qu'il aurait été mandaté par je sais pas quel, probablement la CIA du coup, pour fabriquer des prises de vue des fausses prises de vue des missions Apollo, et évidemment c'était fait pour être un piège à con qui a très bien marché. Mais en même temps, maintenant on rigole moins, parce que je pense que la différence entre le moment où Stanley Kubrick faisait ses pantalonnades et maintenant, on n'a malheureusement plus le même rapport à la vérité. En France, sans aller jusqu'aux États-Unis, mais en France, il y avait un sondage qui disait qu'il y a à peu près 10%, vous le retrouverez
pour ce que vaut un sondage, mais je le prends pour illustrer mon propos, qu'il y a 10% des Français qui pensent que la Terre est plate. Ce qui n'est pas rien. Pour ceux que le documentaire... Et ils votent, enfin, c'est des gens qui ont... Tout à fait. Voilà. Alors, pour ceux que le faux documentaire intéresse, hein, ça s'appelle Opération Lune, ça a été produit par... J'ai plus le prénom, mais le nom du documentariste, c'est Carrel. Et sachez qu'il y a une très belle vidéo où il a été présenté à l'Observatoire de Paris, et où on a la réaction des astronomes de l'Observatoire de Paris qui mettent longtemps avant de se rendre compte que c'est un faux documentaire, alors même qu'ils sont astronomes. Donc il y a tout un échange avec le réalisateur. Alors le mensonge, hein, il apparaît à plusieurs reprises quand même dans Interstellar. Il y a quand même plusieurs formes de mensonges et ça prend une part de la narration finalement. Ouais, tout à fait. Et c'est ça c'est vertigineux. Puis là, il y a un écho sur la forme et sur la narration de ce récit de l'effritement de la société et de l'aventure que les gens qui vont passer après moi vont aborder. Évidemment, les deux premiers plans sont vraiment très qualitatifs hein, de ce film. C'est un gros plan sur le visage d'une personne âgée qui raconte comment c'était avant. Et puis après, on voit justement un plan sur la nature. Et puis très vite, s'installent comme ça des tas de plis, plan après plan, dans la narration, dans la temporalité, qui fait qu'on est un tout petit peu perdu, mais très vite on connecte les fils dans notre tête, et c'est ce qui correspond alors dans un autre domaine, ce qu'on appelle l'uncanny valley, c'est-à-dire c'est une familiarité malaisante. Et ça participe à l'efficacité de la narration, cette familiarité malaisante, parce que très vite on commence à comprendre ce qui s'est passé, et finalement on se retrouve, d'où notre échange ce soir, à avaler l'hameçon et la ligne de qu'est-ce qui s'est passé entre maintenant et puis 2067. Et après, ça s'accélère avec, il y a à la fois le récit d'une aventure, mais émaillé de concepts scientifiques qui font qu'en fait, l'effritement et la non-disponibilité de la nature dans le monde, elle est clairement reléguée au deuxième plan, voire encore plus loin. Puis après, on est submergé par enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu, par la beauté du spectacle astronomique, mais quand même avec un écho. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens, il y a je crois qu'il discute avec je sais plus si c'est son père ou son voisin ou je sais pas quoi, enfin un monsieur un peu plus âgé que lui, là, Cooper, quand il est dans sa ferme, et puis il dit avant on regardait les étoiles pour essayer de trouver notre place dans l'univers, et puis maintenant on se retrouve à trouver le sol pour savoir. Il le dit pas comme ça, mais ça veut dire ça à peu près. Comment est-ce qu'on va finir enterré Donc voilà, très belle illustration. Malheureusement, même pour un collapso, ça va trop loin, mais d'un changement de Weltanschauung. Alors j'ai eu une dernière question pour toi, parce que le temps nous est compté. Je me demandais comment tu te sens, parce que tu as dit que tu as été fasciné par la beauté astronomique, la fresque spatiale, je pense, qui fait que certaines personnes sont là ce soir. Mais comment tu te sens par rapport au scénario du film qui montre au final une humanité qui s'en sort par une sorte de miracle technologique? On arrive d'un coup à être tous propulsés en dehors d'une Terre devenue inhospitalière. Est-ce que ça te pose un problème de laisser miroiter cela, par exemple? Non, c'est un récit, enfin, c'est une fable. Encore une fois, elle a quelques points d'écho profond avec des choses qu'on ressent, mais en gros le récit de la technique qui sauve, c'est pas ça sera pas le cas. Enfin, après, je vais pas rentrer dans le paradoxe de Fermi, dans ce genre de notion, mais c'est pas recevable. L'avenir en gros, si l'avenir c'est Mars et Elon Musk, pour plein de raisons, ça n'arrivera pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Pour vous laisser un peu le temps aussi de réagir, est-ce que certains dans la salle ont des questions qu'ils voudraient partager avec Nicolas, une réaction? Ou est-ce que vous pensez qu'on va tous partir vers les étoiles? À vos rires, j'aurais tendance à dire que vous n'y croyez pas trop, à vrai dire. Dans le film, j'appelle pas vraiment ça sauver l'humanité. Il sauve la peau de quelques dizaines de personnes, quoi. Après, qui se multiplient, etc. Mais les gens qui sont sur la Terre, tant pis pour eux, quoi. Pour la plupart.
Merci Emmanuel. Merci Nicolas. Je propose de passer la main pour un moment de détente. J'espère qu'on ne vous a pas miné avec l'avenir de la planète pour remettre un peu de joie dans tout cela. Nicolas m'avait promis de ne faire pleurer personne ce soir et je pense que le contrat est respecté. Je vous propose de se détendre un peu avec un quiz sur l'univers d'Interstellar et de Christopher Nolan et je vais passer la main à Audrey et Ulysse. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on y va. Donc un quiz sur Interstellar et ensuite quelques questions sur Christopher Nolan. Première question, quel était le métier de Cooper avant de devenir fermier ? Vous avez des petits cartons pour répondre chacun et ça sera 10 secondes par question. Certains se sont assis dessus, pour ceux qui ne les voient pas. Donc quel était le métier de Cooper avant de devenir fermier ? Ingénieur et pilote à NASA. Réponse A. B. Professeur des écoles. C. Chercheur en aéronautique. D. Espion. Plus que 4 secondes, 3 secondes. On un public facile. Relativement d'accord. Réponse A, c'était bien ça, tout le monde avait juste. On commence tout doucement. Deuxième question, pourquoi Murphy déteste-t-elle son prénom ? Réponse A, c'est trop masculin. Réponse B, il est plutôt donné aux animaux. Réponse C, ça sonne mal avec son nom. Réponse D, ça lui rappelle les lois de Murphy. 10 secondes. Ouais, je crois qu'on peut même arrêter avant les 10 secondes qui sont déjà passées. Effectivement, c'est bien la réponse D, bravo à tous. Oui, tout à fait. Et la loi de Murphy, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle affirme que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. C'est vrai que ce n'est pas trop positif. On a vraiment des professionnels. Réponse 3. Que relève le Dr Brand à Murphy avant de mourir ? A. Cooper est parti car il déteste être fermier. Réponse B. Le plan A n'a jamais été possible. Réponse C, le plan B n'a jamais été possible. Réponse D, Michael Jackson est toujours vivant. Attention, il y a un piège. 10 secondes. Ah, c'est moins... Oui, on a une réponse C et sinon... 2 C, ouais. 2 réponses C. 3, et sinon, 3, 4. Est-ce que la majorité avec la réponse B a raison ? Oui, absolument. Exactement. Donc, pour rappel, il y avait 2 plans, bien sûr. Le plan A qui nécessitait de résoudre une équation de gravité pour permettre à l'humanité de vivre dans des colonies dans l'espace. Et puis le plan B, donc, pour repeupler un monde viable avec des embryons fécondés. 4e question. La crise qui touche la Terre est inspirée. A. Des nuages du Sahara. B. Du cyclone de Galveston. C. Du Dust Bowl. D. De l'éruption du Krakatoa. Les réponses se font plus lentes. 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a une majorité qui se dégage quand même. Oui, quand même une majorité de C. Mais je vois quand même des A, B, D. A, B, ouais. Ouais, certains essayent de cacher maintenant leur couleur. C'est bien la réponse. Effectivement, le Dust Bowl, en fait, c'est un événement qui s'est passé aux États-Unis, donc sur une région à cheval entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas. Ça se passait dans les années 30. Et en fait, c'est une région qui a été touchée par la sécheresse, une série de tempêtes de sable, provoquant une catastrophe écologique et agricole. 5e question. Aux abords de quelle planète est situé le trou de verre ? La planète Mars, la planète Jupiter, Saturne ou, réponse D, Uranus. C'est toujours un petit peu plus lent. Ah, on a un public partagé en 2, je crois. B ou C ? B ou C. Jupiter ou Saturne ? Saturne. Saturne, effectivement. Et donc, on y reviendra peut-être, mais un trou de verre, c'est un objet qui est hypothétique. On n'a pas encore prouvé son existence. Elle relierait 2 régions distinctes de l'espace-temps. Et donc, ça formerait un raccourci à travers l'espace-temps qu'empruntent les astronautes dans le film.
6e question, comment s'appelle le trou noir, tout simplement? Réponse A, Pantagruel. Réponse B, Gargantua. Réponse C, Gargamel. Réponse D, Glouton. Je crois que le quiz de ce soir est trop facile. C'est bien la réponse B, Gargantua, pour l'instant. Exactement. Et pour votre culture littéraire, mais peut-être que vous le savez aussi, Gargantua, c'est le 2e roman de François Rabelais, paru en 1534, une autre époque, et qui compte les années d'apprentissage et les exploits guerriers du géant Gargantua. Quel est le ratio de dilatation du temps sur la planète aquatique? Là, c'est une question, il me semble, un peu plus compliquée. Réponse A, 1 jour égale 7 ans terrestres. Réponse B, 1 heure égale 7 ans terrestres. Réponse C, 7 jours égale 7 ans terrestres. Réponse D, 7 heures égale 7 ans terrestres. Ah ben non, en fait... On a presque que des experts. Ouais, on a une réponse A, ouais, des réponses B sinon. Eh bien oui, réponse B. Effectivement, 1 heure égale 7 ans terrestres. Et est-ce que vous vous rappelez le temps qu'a attendu Romilly dans la station spatiale? 23 ans. 23 ans à attendre tout seul que ses copains reviennent. Ouais, il valait mieux. Question 8. Quel message envoie Cooper à Murphy, adulte, via la montre? A. Qu'il veut rentrer. B. Que la planète d'Edmond est vivable. C. Que le plan A ne marche pas. D. Les informations pour que le plan A marche. Ça réfléchit. Ouais, on a des réponses C, des réponses D. Et pas de réponse du tout parfois. Oui, et pas de réponse parfois. Bon, c'était bien la réponse D. Les informations pour que le plan A marche. Et oui, finalement, Cooper, à la fin du film, gros spoiler, trouve des données qui permettront à Murphy de résoudre l'équation qui permettra au plan A de finalement marcher. Ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. 9e question. Combien d'astronautes de la mission Lazare vivent encore à la fin du film? 0, 1, 5 ou réponse D, 10. Combien d'astronautes vivent encore à la fin du film de la mission Lazare? On a une tendance qui se dessine. Ouais, je crois que c'est parce qu'on se dit il y a peut-être un piège. Ouais. Et finalement, il n'y en a plus. Et oui, c'est le docteur Mann qui est le seul survivant, mais malheureusement, il a un petit accident en cours de route. Voilà. Et donc, pour rappel, la mission Lazare, elle a eu lieu 10 ans avant la mission Endurance d'Interstellar. Et elle avait pour objectif d'aller voir si certaines exoplanètes pouvaient être habitables pour y envoyer l'humanité. 10e question. Sur quelle théorie physique existante repose le Tesseract? A. La théorie de la relativité générale. B. La théorie de la relativité restreinte. C. La théorie des paniers. D. La théorie des cordes. Là, on monte d'un niveau. Ah. Alors, on ne voit plus les couleurs dans le noir, mais on va les deviner. Ouais. Alors, on a de la théorie de la relativité générale, on a des cordes, je vois aussi de la relativité. Pas de panier? Bizarre. Ouais, bizarre. C'est bien la théorie des cordes. Et oui, et donc le Tesseract, c'est l'objet dans lequel se retrouve Cooper vers la fin du film, qui lui permet de communiquer à travers le temps, à toutes les époques d'ailleurs, et donc à communiquer avec sa fille. Et c'est d'abord en fait un objet géométrique qui ressemble à peu près à ça, une forme hypercubique où en fait le Tesseract qui a 8 faces, qui sont eux-mêmes des cubes. C'est assez difficile d'imaginer. Bon, 11e question, on va arriver plutôt sur des questions sur la filmographie de Christopher Nolan. Donc on va commencer. Quel film de Nolan a été son plus grand succès au box-office? Est-ce que c'est Interstellar? Est-ce que c'est The Dark Knight? Est-ce que c'est The Dark Knight Rises? Est-ce que c'est Tenet? Alors on voit qu'on sort d'Interstellar, il y a moins de... Ouais. moins d'experts. On a une réponse A. Mondial, je deux précise. Réponses A. 3. Des réponses B aussi. Réponse B, c'est partagé. Ouais. Eh bien, réponse The Dark Knight Rises. Eh oui. Et il faut savoir que ce film donc a été le plus grand succès de Nolan mondialement, effectivement avec plus d'1 milliard de recettes. Mais par contre, en France, ça a été Inception, qui était le premier devant The Dark Knight Rises et The Dark Knight.
Question 12. Quel objet figure sur le dernier plan du film Inception? A, c'est une bille. B, c'est une toupie. C, un anneau qui tourne. D, une ronde d'enfant. Soit que tout le monde a vu Inception. Oui. Et jusqu'à la fin. Et oui. C'est bien la réponse B, une toupie. Une toupie, et oui, puisque c'est un objet qui est très important à travers le film, puisque Leonardo DiCaprio s'en sert en la faisant tourner pour savoir s'il se trouve dans le rêve ou dans la réalité. Et donc, si la toupie continue, que je ne me trompe pas, il est dans un rêve. Et si la toupie s'arrête, il est dans la réalité. Et d'ailleurs, il y a toujours des petites choses à la fin du film, les gens qui se battent parce que on voit la toupie qui continue à tourner alors qu'il devrait être dans la réalité. Rêve ou réalité? Question 13. Quelle opération de la Seconde Guerre mondiale raconte Dunkerque? A, l'opération Dynamo. B, l'opération Avant-Garde. L'opération Ronde de Nuit ou D, l'opération Damido? Il n'y a pas de décoration cachée. Non. L'opération Dynamo, effectivement. Alors, pour rappel, donc Dunkerque relate l'histoire d'une vraie opération, l'opération Dynamo, qui était en fait une opération pour évacuer par bateau près de 300 000 soldats britanniques, français, belges et canadiens des plages de Dunkerque, bien entendu, entre le 26 mai et le 4 juin 1940, alors qu'ils étaient complètement cernés par les Allemands. Avant-dernière question, question 14. Qu'incarnent les acteurs principaux de Prestige? Est-ce que c'est 2 joueurs d'échecs? Est-ce que ce sont 2 chimistes, des frères jumeaux ou bien, réponse D, 2 magiciens? Là aussi, il faut l'avoir vu. Ah, une double réponse, on tente. Bon, on a une majorité de bonnes réponses, à mon avis. Oui, c'était bien ça, 2 magiciens. Ouais, des magiciens, effectivement, qui sont en compétition dans le film. Au début, c'est assez amical et puis ça se corse un peu. Dernière question. Quel thriller raconte l'histoire d'un amnésique qui part à la recherche du meurtrier de sa femme? Est-ce que c'est Memento? Est-ce que c'est Memory? Est-ce que c'est Amnesia? Ou est-ce que c'est Enquête spéciale? Alors ça fonctionne plutôt bien, là. Majorité de A. Une réponse mitigée. Effectivement, c'est bien Memento. Oui, Memento qui est sorti lui en 2000, donc toujours Christopher Nolan. Et là, ça a été un des premiers films qui a été totalement déconstruit, son scénario, donc repart de l'arrière et puis va vers le présent. Donc c'est toujours ce rapport au temps qu'a Christopher Nolan qui découle dans beaucoup de ses films. Eh bien, c'est la fin du quiz. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez été très performants. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Alors, on a à peu près 5 petites minutes de retard pour vous donner une idée sur notre programme. On vous avait annoncé une fin vers 22h. Il est possible qu'on dépasse un petit peu, surtout qu'on aime bien discuter avec nos intervenants. Mais en tout cas, maintenant, vous allez pouvoir profiter d'une pause. Donc, il va y avoir des boissons, des petits bonbons qui vous attendent au bar. Donc, n'hésitez pas. On fait une pause de 10 minutes et puis on se retrouve juste après pour la suite du programme. À tout de suite. Plonger cette fois-ci dans la physique d'Interstellar après avoir été plutôt du côté de la sociologie et de l'effondrement. Et je vais laisser pour ça la place à Virginie et à Richard. Merci. Là, le voilà. C'est le trou de verre, là. Entendu, pas la peine de le postillonner. C'est une sphère. Évidemment, tu croyais que ce serait un simple trou. Richard, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour Interstellar. Tu es chercheur du coup au laboratoire de physique théorique à Annecy et donc à l'université Savoie-Mont-Blanc.
Et tu fais de la vulgarisation scientifique à travers des vidéos sur ta chaîne YouTube, où tu mets en place aussi des cours dedans. Et tu parles de la physique et de la relativité générale dans tes vidéos, et notamment dans tes quarts d'heure insolites, par laquelle on a découvert ton travail. On va pouvoir aborder en fait dans les prochaines minutes des thématiques comme les paradoxes temporels, l'espace-temps ou l'écoulement du temps. D'ailleurs, le temps est une des thématiques que tu abordes régulièrement dans tes conférences. Du coup, ça m'amène à poser la première question de cette thématique. Dans Interstellar, on mentionne des anomalies gravitationnelles au tout début, dont une très grande, qu'on appelle un trou de verre, qui se situe autour de Saturne, à côté de Saturne, et du coup ça serait une sorte de passage spatio-temporel vers un autre coin de la galaxie. Ma question c'est, est-ce qu'il est possible qu'un trou de verre qui ouvre vers un autre lieu de l'univers existe vraiment, et sur quoi repose cette théorie dans le film? J'ai combien de temps? Alors donc, pour faire court, effectivement, la notion de trou de verre, c'est une notion qui est scientifique. La plupart des choses qui sont évoquées dans le film sont effectivement des choses qui sont du domaine de la science. Pour essayer de mettre tout ça dans une capsule compacte, il y a un siècle de ça, Albert Einstein a développé une théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui est assez contre-intuitive sur pas mal de points, mais qui se trouve être en accord avec toutes les expériences qu'on peut faire et les mesures. Voilà, ça semble bien décrire le monde dans lequel on vit. Et une des conséquences de la relativité générale, c'est que si on a des concentrations trop importantes de masse, il se forme ce qu'on appelle des trous noirs, des objets dont la gravitation est si forte qu'une fois que les objets s'en sont suffisamment approchés, ils n'ont aucune chance de pouvoir en sortir. Ça, vous avez déjà entendu cette histoire, je pense. Il se trouve que aussi la relativité générale indique l'existence d'un autre type d'objet encore plus bizarre qui s'appelle ou bien des trous blancs ou des fontaines blanches, on peut appeler ça un peu comme on veut, des sortes d'opposés d'un trou noir qui sont des objets desquels on ne peut que sortir. Il n'est pas possible de rentrer dedans. Et de là est venue l'idée que si on accole un trou noir à un endroit de l'univers et puis un trou blanc à un autre endroit de l'univers, on pourrait rentrer d'un côté, sortir de l'autre. C'est ça qui s'appelle un trou de verre. Alors, dans les versions, on va dire, simples de la relativité générale, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on essaye de faire cette construction que je viens de dire, le passage de l'un à l'autre est vraiment trop fin, et en plus à une durée temporelle limitée. On ne peut pas faire un tunnel comme celui qui est dans le film. Mais si on accroche à la théorie de la relativité générale des théories plus exotiques, par exemple de la théorie des cordes, on peut imaginer que effectivement des passages assez larges et qui durent dans le temps puissent être faits entre des points différents de l'univers, et c'est ça qu'on appelle des trous de verre. Aujourd'hui, c'est quand même très très hypothétique. La théorie qui est derrière, elle est assez solide, mais l'existence de ces objets, elle, c'est vraiment très très spéculatif. On n'en a jamais observé et on n'est pas du tout sur les traces d'en observer. D'accord, c'est une réponse complète. Et du coup, dans le film, on parle énormément du temps. C'est une notion qui est très centrale à l'intérieur de ce film-là. Et justement, à un moment, il y a une partie de l'équipage qui est composée de Cooper, de Brent et de Case qui vont aller se poser justement sur une planète océan et qui se situe à proximité de Gargantua, le trou noir dont on a parlé tout à l'heure, qui est au cœur du système stellaire, dans lequel ils viennent juste d'arriver. Du coup, je propose de regarder un tout petit extrait de ce moment où ils essayent d'échafauder un plan pour aller justement se poser sur cette planète. Sûr. Et songez un peu aux ressources, dont le temps qu'on devrait dépenser rien que pour revenir ici. Amélie. Ouais. À quelle distance il faut qu'on soit de la planète Miller pour échapper au décalage temporel? Juste en dehors de son champ d'attraction. D'accord, donc ici, juste aux abords de la planète Miller. C'est ça. Bon. Ça, c'est Gargantua. Ça, c'est la planète Miller. Au lieu de mettre Endurance en orbite autour de la planète Miller, ce qui ferait une économie de fuel, mais une perte de temps énorme, on prend une orbite plus large autour de Gargantua, parallèle à celle de la planète Miller et hors du décalage temporel, jusqu'ici. Puis on descend avec le Ranger, on récupère Miller, on récupère ses prélèvements, on remonte, on analyse, on débrief, à peine parti, à peine revenu, on perd un peu de fuel, mais on économise un temps dingue. Ça marchera. C'est tentant. En bas, il n'y aura pas de temps pour la déconnade ou le bavardage. Alors tard, s'il faut réellement que tu restes ici. Qu'est-ce tu viens avec moi? Les autres, vous pouvez rester. Si c'est l'affaire de plusieurs années,
J'aurai le temps d'étudier la gravité. Les observations sur le trou noir, ça vaut de l'or pour le professeur Brand. TARS projette une orbite vers Gargantua. Économe en carbu. Poussée minimale. Mais veille à ce qu'on reste à portée de la planète Miller. Pigé? Je ne vous laisserai pas en plan, Dr. Brand. Du coup, dans cet extrait, il parle un petit peu justement de l'écoulement du temps. On apprend justement qu'une heure passée sur la planète Océan, ça équivaut à 7 ans pour l'équipage qui reste en orbite autour de la planète. Ma question, elle est très longue, mais il y a plusieurs questions qui vont se superposer. Pourquoi en fait le temps ne s'écoule pas de la même manière entre les deux lieux? Et est-ce que c'est spécifique au trou noir? Et pourquoi est-ce que le temps s'arrête au cœur d'un trou noir? Ok, alors la question est longue et du coup je vais commencer par ne pas y répondre, parce que je veux quand même réagir sur ça un tout petit peu. Alors si un jour vous faites un film de science-fiction, il faut absolument qu'il y ait une scène avec un gars qui explique aux autres, avec un tableau et tout ça, mais c'est un passage obligé. Hein. Je pense que ça peut être intéressant si vous n'avez pas vu le film qui s'appelle La femme sur la lune de Fritz Lang, de jeter un œil au tiers du film. Il y a vraiment cette scène-là en fait. Alors pas avec de la relativité générale, mais avec tout ce qui est autour. Bon, bref. La question sur le temps. Donc, effectivement, la question du temps, elle est cruciale dans le film, et c'est un point de physique que Nolan a effectivement compris, aidé notamment par le prix Nobel dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais on s'est aperçu, disons plus précisément, il y a un peu plus d'un siècle, en 1905, Albert Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, qui est une première indication que si cette théorie est correcte, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour quelqu'un qui est au repos, entre guillemets, ou pour quelqu'un qui est en train de passer devant lui à une certaine vitesse. Ça semble bizarre, ça a été confirmé assez rapidement par pas mal d'expériences, et aujourd'hui on le mesure de façon très quotidienne, vraiment quotidienne. Hein. Tous les jours il y a des expériences qui ne sont pas forcément destinées à mesurer ça, mais qui le vérifient. Bon. 10 ans plus tard, toujours Albert Einstein donc, publie la théorie de la relativité générale, qui décrit la gravitation, où là apparaît un effet en plus qui est que la gravité elle-même, la gravitation, a un effet sur l'écoulement du temps. Si vous avez un champ de gravitation, quelque chose qui gravite, le temps ne s'écoule pas de la même façon à proximité de l'objet ou un peu loin. Et cet effet, en fait, il est effectivement il est présent partout, en particulier sur la Terre. Hein. Le temps ne s'écoule pas de la même façon ici qu'au niveau du plafond. Alors à un niveau qui est extrêmement faible, mais qui est mesurable et qui a été mesuré. Dès la deuxième moitié du XXe siècle, cet effet a été effectivement mesuré de façon précise. Alors c'était pas vraiment sur 2 mètres, c'était sur une dizaine de mètres, sur une tour, mais ça a été mesuré de façon extrêmement précise et incontestable. Ensuite, on l'a mesuré en allant mettre des horloges sur des avions, et puis ensuite dans l'espace, etc. Donc l'existence de l'effet, il est absolument, on ne peut pas le mettre en cause, on le vérifie vraiment tout le temps. Après, l'ampleur, c'est là où c'est intéressant, c'est l'ampleur, c'est aussi l'intérêt de la fiction, c'est de prendre des choses qui existent et puis de les pousser à leur paroxysme pour voir ce que ça peut donner. Donc là, l'effet, c'est que effectivement, 1 heure sur la planète, ça correspond à 7 années à l'endroit où se trouve le vaisseau de départ. Donc on peut faire le calcul du champ de gravitation que ça impliquerait, et là on n'est pas sur des données qui sont complètement réalistes. Si effectivement on fait les calculs, il faudrait que la planète soit beaucoup plus près de la source de gravité, donc ici du trou noir dans le film, pour qu'on ait ce rapport-là de temps. Mais à la limite, peu importe. L'effet il est là, et moi je trouve que c'est du côté purement scientifique, du côté purement pédagogique, c'est vraiment des grandes qualités du film, c'est qu'on se pose la question, est-ce que ça existe, et qu'on puisse expliquer aux gens que oui, c'est un effet qui est là. Je ne sais pas ce que ça vous fait, enfin, moi je le dis comme si c'était évident, ça ne l'est pas. Le temps ne s'écoule pas de la même façon là que là-haut. C'est un truc de malade quand même. Vous allez en montagne, vous ne vieillissez pas de la même façon que quelqu'un qui reste en bas. Et je ne vous raconte pas de la science-fiction, là je vous raconte des choses qui sont mesurées. Et du coup, pour rebondir sur cette mesure justement du temps, elle est mesurée avec quel type d'unité? C'est quoi l'unité du temps justement? Ça peut être les secondes, peu importe. On prend une horloge. Alors tout ce qu'on peut faire, en fait j'ai employé le terme le temps s'écoule, mais merci du coup de me faire revenir sur ça. Ça ne veut rien dire, ça s'écoule pas le temps, c'est pas un liquide. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre une horloge, la regarder, mais vous ne savez pas si ça va vite ou pas, parce que le seul référentiel que vous avez, c'est comment le temps s'écoule dans votre cerveau pour comparer. Enfin, c'est vous la référence. En revanche, ce qui est très possible de faire, et c'est dans cette mesure que je dis que le temps ne s'écoule pas de la même façon en haut qu'en bas, c'est mettre une horloge en bas, mettre une horloge en haut,
Elles sont à la même heure, vous les laissez tourner, puis au bout de 10 minutes en bas, vous allez voir en haut ce qui s'est passé. Vous apercevez qu'effectivement, les aiguilles n'ont pas fait le même nombre de tours. Si vous voulez faire un truc plus spectaculaire, vous prenez des jumeaux, donc qui sont nés en même temps, vous en mettez un là et vous en mettez un assez près d'un trou noir, et puis au bout d'un moment, vous les remettez ensemble. Et, alors pas trop près non plus, hein, parce qu'il faut faire attention. Et il y en a un qui sera effectivement physiologiquement plus vieux que l'autre. Ça, c'est un bon moyen de mesurer le temps. Hein. Les rides, c'est un super moyen. Ça veut dire que si on a trop de rides, on a passé trop de temps près d'un trou noir. Loin. Voilà. D'ailleurs, en parlant du trou noir, on le voit assez souvent dans le film. Enfin, on le voit 1 ou 2 fois, si je me souviens bien. Et l'image, elle est plutôt incroyable, elle est fascinante. Est-ce que cette forme de trou noir, qu'on voit d'ailleurs juste là, est-ce que c'est une vue plutôt artistique ou réaliste ? Est-ce que justement les trous noirs, ils ont cette forme, ou est-ce qu'un trou noir peut adopter n'importe quelle forme possible et imaginable ? Alors, ce que vous voyez là, c'est pas le trou noir en fait. Hein. Le trou noir, vous le voyez pas. Le trou noir, plus précisément, là, quand on va le revoir, c'est le rond noir qui est au centre. Ce qui est spectaculaire, il n'y a rien de moins spectaculaire qu'un trou noir. Hein. Enfin, un truc noir où on voit rien. Donc voilà. En revanche, ce qui est spectaculaire, c'est quand on essaye de comprendre ce qu'on voit. Et je ne sais pas si on reverra l'image, mais vous avez des zones brillantes. Et en fait, ce qui se passe autour d'un trou noir, c'est qu'il peut y avoir un disque d'accrétion, donc du gaz chaud qui vient spiraler autour du trou noir, qui s'échauffe en fait en se comprimant et du coup qui émet de la lumière. Et un trou noir avec un disque d'accrétion, c'est comme Saturne, avec simplement Saturne elle-même qui serait invisible et son anneau qui serait brillant. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on voit, on ne voit pas comme un anneau de Saturne, on voit quelque chose comme ça de brillant avec un gros arc au-dessus brillant. Le gros arc brillant, ce que c'est la lumière qui vient du derrière de l'anneau, et la lumière a été courbée par le champ gravitationnel du trou noir, et ça vous arrive vers vous. En fait, le trou noir, il se comporte comme une loupe, parce que la gravitation, il se trouve qu'elle dévie la lumière. C'est ça qui est fascinant, en fait. C'est comment est-ce qu'un objet assez simple, qui est une sphère avec un disque autour, comment est-ce que ça finit par être perçu comme ça. Et effectivement, la question du coup de savoir quelle image on aurait d'un trou noir, comment est-ce que la lumière est déviée, etc., c'est une question compliquée. D'autres se l'étaient posées avant les personnes qui ont travaillé sur ce film. Il y a notamment en France Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien qui est connu, qui est maintenant à la retraite, mais il avait travaillé, lui, dès les années 80, sur comment est-ce qu'on verrait un trou noir. Et vous allez voir l'article, vous cherchez Jean-Pierre Luminet et puis Black Hole, Image of a Black Hole sur Internet, vous allez tomber sur l'article et vous avez cette image. Hein. Alors en noir et blanc, etc. Mais c'est cette image. Alors elle est qualitativement la même que ça. Après, dans le détail, au pixel près, certainement pas, mais il n'y a rien de révolutionnaire non plus là-dedans. Ok. Du coup, il y a la gravité qui joue aussi énormément, j'imagine, dans les trous noirs, vu que la lumière est attirée aussi à l'intérieur. Justement, par rapport à la gravité, on en parle dans le film. Le professeur Brunt, le père, cherche à résoudre une équation sur la gravité. Et vers la fin du film, Cooper, le héros du film, se retrouve en fait dans un espace tridimensionnel, qualifié d'espace tridimensionnel, pour communiquer avec sa fille Murphy. Et Tars révèle que le temps possède justement une dimension physique grâce à cette gravité et qui agit à travers l'espace-temps. Est-ce que c'est une fiction ou une réalité ? Est-ce qu'il est réellement possible de maîtriser la gravité ? Alors c'est une question, il y a beaucoup de choses dans la question. La gravité aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit avec la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est bien décrite par la relativité restreinte. On est dans un monde à 3 dimensions d'espace et puis éventuellement on peut ajouter une 4e dimension de temps pour faire un espace-temps à 4 dimensions. Voilà, on est là-dedans. Bon. Cette théorie marche bien, elle résiste à tous les tests expérimentaux qu'on peut faire, elle n'a jamais été mise en défaut, donc c'est quand même pas mal. On se dit que c'est peut-être pas loin de la vérité, franchement. En tout cas, ça marche bien. Bon. Il y a une autre théorie qui s'appelle la mécanique quantique, qui dans d'autres domaines donne aussi des très bons résultats. Elle est un peu plus paradoxale sur pas mal d'aspects, elle donne lieu à des interprétations différentes, mais elle aussi, elle marche bien dans beaucoup de domaines. Beaucoup d'avancées technologiques aujourd'hui sont le fait de nos connaissances en mécanique quantique. Bon. Et on est dans une situation aujourd'hui, les physiciens sont dans une situation où ils ne savent pas décrire à la fois
les objets dans le cadre de la relativité générale et dans celui de la mécanique quantique. Ce sont deux façons de décrire le monde qui chacune marche dans son domaine, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble. Et vraiment, ce ne sont pas les mêmes types d'objets, non seulement ce sont des équations différentes, mais qui n'agissent pas sur les mêmes types de choses. La relativité générale fait certaines suppositions sur ce qu'est le monde, si vous voulez. La mécanique quantique en fait d'autres qui sont incompatibles. Et un des enjeux théoriques aujourd'hui dans le domaine, c'est d'arriver à mettre les deux ensemble. Et les pistes qu'il y a vers ça, c'est là où on arrive au film, ce seraient des espaces qui se trouvent être à des dimensions plus nombreuses que 4, à 10 ou à 11 dimensions, dans lesquelles vous auriez effectivement la gravité qui se propage dans des dimensions qui ne sont pas les nôtres. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est ça qui est sous-entendu dans le film. Nolan, il s'appuie sur ça, sur ces pistes théoriques-là, qui ne sont aujourd'hui que des pistes théoriques. Vous avez sûrement entendu parler de théorie des cordes, ça a été évoqué tout à l'heure. Voilà, la théorie des cordes, c'est une manière un peu rapide d'évoquer ce que je viens de dire ici, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Mais en tout cas, parmi ces théories, il y en a certaines effectivement qui changent la façon des physiciens de percevoir ce qu'est un trou noir, et en particulier de ce qui pourrait s'y trouver au centre, comme c'est décrit dans le film. Après, toute l'histoire, la fin de l'histoire au centre du trou noir, là on tombe vraiment dans la fiction. C'est-à-dire que le Tesseract et tout ça, il avait envie de placer ce mot-là, et l'objet, pourquoi pas, effectivement, ça marche, visuellement, c'est super, mais là, il a vraiment poussé le bouchon très loin. Les physiciens, là, ne s'y retrouvent pas, et c'est pas le but, encore une fois. Mais... Oui, ça reste quand même une œuvre cinématographique, finalement. Oui. Du coup, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question pour le public. Si jamais vous avez envie de réagir ou de poser une question qui n'a pas été abordée autour de la physique quantique, n'hésitez pas. Quel effet Merci pour la question, c'est super intéressant, effectivement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à proximité d'un trou noir, en gros, on va dire. Alors, ça dépend de la taille du trou noir, mais a priori, rien. Et la gravité, ça, c'est quelque chose de... On ne va pas parler de relativité générale. Ce que je vais vous dire là, c'est vraiment la gravité normale. Voilà. Quand on est dans un champ de gravité, en fait, on ressent rien. C'est-à-dire que, plus précisément là, on est tous sur notre chaise, on ressent des choses, on a l'impression de ressentir la gravité parce que on ressent, moi je sens un truc sur mes fesses là. Et ce que je sens, c'est la chaise qui me pousse vers le haut. Je ne sens pas la gravité, je sens la chaise qui m'empêche de tomber. Si je veux me débarrasser de ça et vraiment ressentir, faire une expérience zen et ressentir dans toute sa pureté la gravité. Je fais à la Tex Avery, je fais un trou ici à la scie par terre, j'enlève ma chaise et je revois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tomber. Quand je tombe, je ne ressens pas la gravité. Ça, c'est le point de départ d'Einstein, ça s'appelle le principe d'équivalence. Quand on est dans un champ de gravité et qu'on ne ressent que ça, qu'il n'y a que ça qui agit sur nous, on tombe dans ce champ et on ne ressent rien. C'est la physique la plus simple qu'on puisse imaginer. Quand on est en orbite, c'est pareil, la pesanteur, c'est exactement ça. La pesanteur, ce n'est pas l'absence de pesanteur. Les astronautes sont attirés par la Terre, sinon l'engin dans lequel il est partirait je ne sais pas où. Donc le fait que ça tourne autour de la Terre, c'est parce que c'est constamment attiré par la Terre. Donc la gravité, elle est importante. Au niveau de la Station spatiale internationale, la gravité, elle vaut 90% de la gravité terrestre. Donc, voilà. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de tomber en permanence, d'une forme de chute un peu spéciale, et du coup, ils ne ressentent rien. C'est ça la pesanteur. Donc la réponse 1, c'est rien. Après, il y a une toute petite subtilité, c'est que quand on est en train de tomber dans un champ de pesanteur, nos pieds, si on tombe les pieds d'abord, nos pieds ressentent un champ de gravitation un peu plus fort que notre tête, parce qu'on est plus près de l'objet. Ça s'appelle les effets de marée. Et si on est à proximité d'un objet assez compact, ce n'est pas une question de masse, c'est vraiment une question de compacité, cet effet-là, la différence de force ressentie par nos pieds et par notre tête peut devenir importante et on est tiraillé, ça peut vous spaghettifier. Alors ça, c'est pas un terme technique, c'est moi qui vous... Voilà, spaghettifier. Et là, alors j'ai jamais expérimenté, mais je pense que ça fait mal en fait. Voilà. Merci beaucoup Richard pour toutes ces réponses apportées autour de la physique quantique et de la physique dans Interstellar. On vous propose, avant d'aller explorer les exoplanètes du film, un petit moment musical et ensuite on reviendra avec Roman Le Gall et Ulysse pour parler exoplanètes.
Et oui, après toutes ces notions de physique, on vous propose une petite pause musicale pour reposer les esprits avant d'en savoir plus. Et donc un blind test. Alors pour le blind test de ce soir, ce qu'on vous propose dans une première partie, c'est de retrouver des musiques qui parlent de l'espace. Alors c'est vraiment général, hein. Ça peut évoquer la Lune, ça peut évoquer d'autres choses, un petit peu de toutes les époques, quoique peut-être les plus jeunes s'y retrouveront un petit peu moins. Et puis en dernière partie aussi, on vous proposera des musiques qui ont été composées par le compositeur qui a composé la musique d'Interstellar. Est-ce que vous connaissez son nom ? Hans Zimmer. Et oui, et donc il a fait beaucoup de films et beaucoup de films de Christopher Nolan. Et on va voir aussi si vous les connaissez, si vous les avez vus. Alors on commence pas encore. On va dire déjà que c'est une question de rapidité. Donc je vais vous demander, quand vous pensez avoir la bonne réponse, de lever la main. Vous pouvez avoir le titre de la chanson, vous pouvez avoir le groupe ou le chanteur, chanteuse qui chante la musique. N'hésitez pas, vous pouvez aussi avoir les deux. Et donc je vais vous demander de répondre. Alors ce sera soit le plus rapide si je l'ai vu, ou essayer un petit peu de faire parler tout le monde. Alors excusez-moi pour ceux qui seront rapides mais qui ne répondront pas. Il n'y a rien à gagner de toute façon. Alors on commence avec un premier extrait. Vu là. Oui, c'est bien ça, Walking on the Moon de Police. C'est très rapide. Second extrait. C'est plus difficile. Alors ça parle d'un corps céleste qui était une étoile. Oasis, Champagne Supernova. Oui, je l'accorde, effectivement. Troisième extrait. Je vais prendre derrière cette fois-ci. Parfait, ouais, c'est ça. Supermassive Black Hole, on vient de parler des trous noirs et donc c'est le groupe Muse. On change de registre. Extrait suivant. She packed my bags last night, pre-flight. Je laisse un petit peu de temps. 9 a.m. Non, même pas le chanteur. Richard. Eh oui. Elton John, Rocketman. Il y a beaucoup d'anglais ce soir. Désolée pour ceux qui écoutent du français. C'est parti pour le suivant. Ça allait très très vite derrière. Je laisse un petit peu couler l'extrait. On va entendre le chanteur. Alors ? David Bowie, Starman. Alors le refrain est plus connu que le début de la chanson, forcément. Extrait suivant. Ah, c'est moins facile que le quiz, hein. On a entendu Starlight. Facile. Bien joué. Alors c'est Taylor Swift. Voilà, Starlight. Alors peut-être un petit peu plus récent. Oui. Alors j'ai pas entendu. Exactement. One Republic Counting Stars. Alors on a peu de bonnes réponses, mais quand elles sont bonnes en entier. Donc c'est super. Bravo. La suivante.
et chanter un petit peu. Oui, We Are All Made of Stars par Moby. Alors il en reste 2. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside and you. C'est pas évident. On a cherché. If you were here, I'd sing to you. Avec le film. Ça c'est pas un film. Du coup, personne? Non. C'est Ed Sheeran. Et la chanson s'appelle All of the Stars. Alors la dernière devrait être un petit peu plus connue. Je crois que j'ai entendu déjà. Alors là, si vous trouvez pas, quelqu'un? Coldplay, ouais. Et donc, A Sky Full of Stars. Alors, on va passer sur la deuxième partie du quiz. Ça va être peut-être un petit peu plus chanceux pour vous. En tout cas, c'est les musiques de Hans Zimmer. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver le titre du film. Et vous avez 5 extraits. On commence par le premier. Pirates des Caraïbes. Eh oui. C'est pareil, il fallait connaître le début, parce qu'après on se rend compte qu'effectivement on la connaît tous. Mais... Alors le deuxième. Ah, c'est pas évident si on n'a pas vu le film, hein, je pense, mais on a la bonne réponse devant. Gladiator. Alors, l'extrait suivant. Je laisse un peu chercher les autres. Ah, ça a quelques années déjà, ça. Non, du coup. Da Vinci Code, ouais. Le prochain. Ça a été rapide. Ouais. Ah bah en plus, on a le titre de la chanson. Alors là, bravo. Time, Inception. Là, c'est Christopher Nolan à nouveau. Et puis, le dernier extrait. Je laisse un petit peu. On avait la réponse par là. Oui, Batman, je l'accepte aussi, The Dark Knight. Alors du coup, vous avez vu, on vous avait fait un quiz un peu plus facile, et puis là, le blind test qui a été plus compliqué pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a fait découvrir certaines chansons. Vous allez peut-être avoir envie d'écouter, en tout cas, les musiques d'Hans Zimmer qui sont magnifiques. Et vous avez pu voir donc la diversité des films aussi pour lesquels il a composé de la musique. Eh bien, après ce petit moment de pause musicale, eh ben, je vous propose de retrouver la dernière entrevue de la soirée avec donc Roman Le Gall et Ulysse au sujet des exoplanètes. C'est parti. Assistez
système abritant 3 mondes potentiels. C'est loin d'être aléatoire. Alors Romane Le Gall, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es astronome adjointe à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble et tu t'intéresses, je cite, à l'évolution physico-chimique des pouponnières d'étoiles jusqu'à la formation de systèmes planétaires. On aura peut-être l'occasion d'évoquer un petit peu ces thématiques de recherche, mais avant je te propose d'évoquer un des thèmes centraux d'Interstellar, qui est la quête pour trouver un monde habitable, un autre monde. Et ma première question, c'est sur ce terme d'exoplanète qu'on a utilisé un petit peu le long de cette soirée. Qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Comment on considère un corps céleste comme une exoplanète? Qu'est-ce que c'est ces caractéristiques? Alors, merci pour l'invitation déjà. Alors une exoplanète, c'est assez facile. Donc c'est exoplanète, donc c'est une planète qui est en dehors du système solaire. Donc c'est simplement ça la définition en fait. D'accord, toute planète qui est dans un autre système solaire. Donc un autre système stellaire, donc c'est une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. D'accord. Donc dans le film, il y a une mission qui est intitulée la mission Lazare, et il y a des capsules habitées qui sont envoyées à travers le trou de verre pour étudier justement une douzaine de planètes et vérifier leur habitabilité. Et à ma connaissance, on n'est pas encore capable de lancer ce type de mission. Mais comment aujourd'hui on peut quand même observer des exoplanètes? Est-ce qu'on le fait? Et puis, comment on s'y prend, quoi? Alors oui, donc il y a de plus en plus de méthodes qui sont développées pour détecter les exoplanètes. Donc la première exoplanète, elle a été détectée en 95. Donc ça fait déjà, ça va faire bientôt 30 ans. Et elle a été détectée par la méthode des vitesses radiales. Donc elle a été détectée en France par une équipe de Suisse. Et en fait, donc c'est une méthode dans laquelle on va détecter en fait des modifications, des perturbations dans la rotation d'une étoile. Enfin, c'est par effet Doppler en fait. La planète qui orbite autour de l'étoile, en fait, elle attire aussi l'étoile. En fait, plus elle est grosse, plus elle attire aussi l'étoile, et donc elle va perturber. En fait, on va avoir des décalages en vitesse en fait quand on observe le spectre de l'étoile. Une autre méthode aussi qui a, je crois, à ce jour détecté le plus d'exoplanètes, c'est la méthode des transits. Donc la méthode des transits, elle est plus simple à s'imaginer. En fait, c'est quand on observe un système stellaire vu par la tranche, on observe l'étoile. Et si la planète orbite devant cette étoile, si le plan stellaire est vu par la tranche, et quand la planète passe devant son étoile, ça va diminuer la luminosité de l'étoile qu'on peut capter nous en tant qu'astrophysiciens. Ouais, dans ces deux méthodes, en fait, on va regarder l'étoile qui émet des rayons, et à chaque fois, c'est avec cette étoile qu'on va détecter ce qu'il va y avoir, la potentielle planète qu'il va y avoir autour, quoi. Ouais, donc ça c'est des méthodes indirectes. Donc les deux méthodes que je viens de citer, c'est celles qui ont détecté le plus d'exoplanètes. Donc à ce jour, on est à plus de 5000 exoplanètes détectées. Et donc la seule méthode, il y a une méthode aussi d'imagerie directe, où là en fait on va utiliser ce qu'on appelle des coronographes. Donc c'est un gros mot en fait pour dire un masque. On va masquer l'étoile, en fait, on va observer une étoile, on va mettre un masque devant pour voir ce qui se passe autour. Donc c'est comme si là pour le lampadaire, en fait, j'essaie de voir un petit moustique ou une petite mouche qui est en train qui volait autour de ce lampadaire. Je vois pas, mais si je mets ma main comme ça, et là je pourrais voir le petit insecte en fait en train de voler. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Ok. Et dans Interstellar, le fait de trouver une exoplanète, c'est un peu une question de survie. Aujourd'hui, on espère ne pas en arriver là. Pourquoi on s'intéresse aux exoplanètes? Quels sont un petit peu les intérêts de la recherche par rapport à ces exoplanètes? Alors du coup, les exoplanètes, on va dire que c'est un petit peu, c'est un effet secondaire de la formation d'une étoile. Donc on s'intéresse depuis très longtemps à la formation des étoiles qui se forment dans des grandes nébuleuses. Donc je ne sais pas si on a des illustrations de nébuleuses, peut-être on peut montrer. Alors par exemple ici, donc je ne sais pas si vous reconnaissez cette image, que vous avez peut-être déjà vue dans la presse ou dans les médias. Donc c'est les piliers de la création, donc qui se trouvent dans la nébuleuse de l'Aigle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses moléculaires ou des nuages moléculaires. Donc en fait, c'est des grandes structures très étendues, grumeleuses, ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles aussi. Parce que c'est dans ces nuages-là qui sont faits de poussière. C'est pour ça, c'est une image dans le visible.
Et donc la partie opaque, c'est la poussière. Donc c'est dans ces nébuleuses que vont se former, que la matière va pouvoir se condenser en fait, et en s'agglomérant pourra éventuellement former des jeunes étoiles et potentiellement des jeunes systèmes planétaires, donc exoplanétaires, qui orbiteront autour de ces étoiles. Et donc les exoplanètes, en fait, c'est des produits secondaires de la formation stellaire, donc la formation des étoiles. Et on en détecte, donc la première en 95, on en détecte de plus en plus. Donc pourquoi ça nous intéresse? Parce que de détecter, on sait qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des centaines de milliards de galaxies, donc on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles dans l'univers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quasiment, en fait, il y aurait probablement autant de planètes que d'étoiles, parce qu'on détecte de plus en plus de planètes autour des étoiles suffisamment évoluées. Et ce qu'on détecte, c'est parfois plusieurs planètes autour d'une étoile. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer la diversité des mondes qu'on peut avoir. Et donc si on passe peut-être celle d'avant, par exemple, ça c'est une illustration d'artiste qui en fait révèle qu'il y a peut-être autant de planètes que d'étoiles dans l'univers. Et il y en a une autre après où on montre un peu la diversité des planètes. Donc ici c'est une image d'artiste aussi, donc c'est pas des vraies images, mais c'est un artiste qui a travaillé en collaboration avec des scientifiques, et à partir des données qu'on avait déjà sur toutes les planètes qui ont été détectées, donc pour donner un peu une idée de la diversité des mondes, donc pour vous montrer un peu, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui voient en fait jusqu'ici, mais où est-ce que se trouve la Terre? Elle est toute petite, ouais. Ah, indice. Ouais. Elle est tout là-haut. Ici. Donc la petite planète Terre, petite planète bleue, par rapport à tout. Et donc là encore, c'est qu'un extrait. Cette image, vous pouvez la retrouver sur Internet. Là, c'est un extrait des 5000. Et donc cet artiste qui s'est vraiment amusé, en fonction des contraintes qu'on savait, donc de la taille, de la masse et la composition chimique de certaines de ces planètes, à essayer de représenter un peu à quoi elles pourraient ressembler si on les voyait. Ouais, je reviens un peu sur la question d'habitabilité qui est un peu centrale sur Interstellar. On voit que là on a des vues d'artistes, mais qu'est-ce que nous on arrive à vraiment connaître des conditions qui vont régner sur une planète et quels paramètres nous on va pouvoir prendre en compte pour des questions d'habitabilité? Ouais, alors ça c'est une question intéressante aussi. Donc pour l'habitabilité, en fait, ce qu'on définit en tant qu'astrophysicien comme une planète pour être habitable, en fait, on cherche des planètes qui soient à une distance suffisante de leur étoile pour avoir de l'eau liquide à leur surface. Donc ça restreint la distance à l'étoile autour de laquelle on cherche ces planètes-là. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, on a détecté plusieurs systèmes exoplanétaires avec des planètes qui se trouvent dans cette zone habitable, donc là où l'eau peut être liquide. Mais ça ne suffit pas, parce que nous, dans notre système solaire, y a 3 planètes pour lesquelles c'est le cas. Donc il y a notre planète Terre, mais il y a aussi Vénus, où on sait qu'il fait quand même plus de 400 degrés à la surface, donc il n'y a pas d'eau. Et puis il y a Mars, où il y a peut-être eu de l'eau dans un passé très très lointain, mais vu que l'atmosphère elle est quasiment inexistante, c'est une atmosphère très très ténue sur Mars, on sait que, aujourd'hui en tout cas, on n'a pas trouvé de vie sur Mars, donc ça suffit pas pour dire qu'une planète est habitable, mais c'est ce qu'on cherche parce que c'est ce qu'on connaît. Et alors ensuite, pardon, excusez-moi, juste pour compléter, donc il y a ces planètes où on ne sait pas forcément si elles sont dans la zone habitable et si elles ont des atmosphères. Et donc là, ce qu'on commence à vraiment vouloir aller chercher, c'est dans les 5000 planètes qu'on a déjà détectées, et en particulier celles qu'on a détectées par la méthode des transits, donc qui orbitent devant leur étoile dans un axe qu'on peut voir par la tranche. Et avec des télescopes spatiaux, donc comme le James Webb, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et dont vous allez beaucoup entendre parler cet été, parce que les premiers résultats vont sortir le 12 juillet, donc c'est très bientôt. Et donc il y a une des grosses missions de ce James Webb qui est d'aller sonder en fait ces planètes qui se trouvent dans les zones habitables de leur étoile, et d'aller sonder, donc vérifier déjà si elles ont une atmosphère, et si elles ont une atmosphère, d'essayer de caractériser la composition chimique de ces atmosphères. Et donc de commencer à aller chercher ce qu'on appelle des biomarqueurs,
On parle aussi de technosignature. Donc un biomarqueur, en fait, c'est ce qui caractériserait la présence de vie dans l'atmosphère d'une planète, mais ça peut être la vie d'une bactérie, la vie d'une plante, enfin toute forme de vie. Et quand vous entendez parler de technosignature, là on cherche plutôt la forme d'une vie intelligente, donc c'est-à-dire tel l'humain qui pollue son atmosphère et donc qui détruit sa couche d'ozone par exemple. Mais on ne sait pas encore très bien définir ce que c'est qu'une biosignature ou ce qu'est une technosignature, parce que nous on se base sur la vie telle qu'on la connaît, mais c'est extrêmement restreint. Pour le coup, notre biosignature est assez forte, puisque j'imagine comme on pollue, on modifie beaucoup les conditions de l'atmosphère. Donc, nos technosignatures, oui. Donc les extraterrestres qui nous observent doivent se rendre compte des choses. Dans Interstellar, les exoplanètes qu'on peut voir, elles sont assez marquantes. Il y a la première, la planète Miller, vous avez peut-être vu des images, qui a un océan peu profond et une atmosphère qui est plutôt respirable. La seconde, elle est entièrement glacée avec des nuages d'ammoniac. Et puis, ces deux planètes, elles partagent l'absence apparente de vie à la surface. Ma question, c'est est-ce qu'une planète qui ne permet pas l'apparition de la vie peut quand même être, en quelque sorte, habitée? Est-ce qu'on pourrait trouver refuge ailleurs? Ça, c'est une question... On n'a pas encore la réponse. On pense que pour une planète habitable, pour nous, en tant qu'être humain, une planète habitable, on pense qu'il y aurait quand même déjà une certaine végétation. Donc, la végétation, c'est déjà une forme de vie. Mais après, d'avoir potentiellement une planète où on aurait une atmosphère parfaite pour nous en tant qu'être humain, encore une fois, c'est extrêmement restreint dans le champ des possibles. Mais ça, on ne sait pas. Mais comme ça, c'est un peu difficile de se dire que si la planète est habitable, qu'elle ne soit pas déjà habitée, ou qu'elle ait été habitée dans un passé lointain. Mais c'est une question en suspens. Ok. Et justement, à quoi ressemblent, toi, les exoplanètes que tu étudies? Est-ce qu'on a des images ou peut-être des modélisations précises de ce que peuvent être ces exoplanètes-là? Alors, moi, j'étudie pas d'exoplanètes spécifiques. Moi, j'étudie en fait leur lieu de naissance. Donc, leur lieu de naissance qui se forme comme dans les nuages que vous avez vus, donc les piliers de la création. Donc, dans ces nuages, en fait, il y a des petits grumeaux qui vont se former. Et donc, la matière va s'agglomérer. C'est pas du tout homogène. Et donc, quand la matière s'agglomère, elle va se condenser et va, à partir d'un moment, y avoir un effondrement gravitationnel qui va former des jeunes étoiles. Et donc, ces jeunes étoiles, un peu à la manière d'un trou noir, comme expliquait Richard tout à l'heure, avec un disque d'accrétion autour, il y a un disque d'accrétion qui va se former. Et donc, ce disque d'accrétion, il est extrêmement important autour de cette jeune étoile, parce que c'est le disque qui va contenir, en fait, toute la matière primordiale qui va se retrouver ensuite potentiellement dans les planètes si le disque arrive à évoluer jusqu'à former un système planétaire. Donc il y avait par exemple ici donc ça c'est des vraies images obtenues avec des radiointerféromètres avec lesquels je travaille. Donc ceux-là c'est les meilleurs radiointerféromètres qu'on a sur la planète qui se trouvent au Chili. Donc les meilleurs, ça veut dire qu'ils nous permettent d'avoir la netteté d'image la plus précise. Donc on appelle ça des résolutions spatiales. En gros, c'est la netteté la plus précise qu'on puisse avoir avec un radiointerféromètre actuellement. Et donc, ce que ça nous donne, donc au milieu de ces disques-là, donc en fait, la jeune étoile en train de se former, elle est au milieu, là, le point brillant. Et le disque, en fait, au début, quand on faisait la théorie de ces objets-là, avant de pouvoir les observer, on pensait que c'était quelque chose d'assez homogène, en fait, distribué de façon assez homogène, un disque d'accrétion de poussière et de gaz homogènement distribué autour de son étoile. Et la première fois qu'on a observé ça, donc ça pour vous dire, c'est des observations très récentes, ça date de 2018, ce programme qui a été fait. Mais le premier disque qu'on a observé, donc ça s'appelle des disques protoplanétaires, parce que c'est en train de former des planètes. Et les premiers qu'on a observés, rapidement, en fait, on a vu ces espèces de structures là, donc ces espèces d'anneaux. Et donc la première image, on s'est dit, alors là, il y a un problème, parce que c'est des interféromètres, donc on pensait qu'il y avait un problème dans les observations. Et puis bon, à force de calibration et de bien nettoyer les images, on a compris que c'était vraiment réel. Et donc ça a tout de suite attiré l'œil, surtout des théoriciens qui travaillaient sur la formation des systèmes planétaires depuis plusieurs années, qui se sont dit, mais en fait, les successions d'anneaux brillants et sombres, en fait, dans les parties sombres, on est en train d'assister à la naissance d'une planète. Donc, c'est-à-dire que la planète est en train en fait d'amasser, parce que là c'est une photo, mais c'est en orbite autour de l'étoile. Et donc la planète qui est en train de se former, elle est en train d'amasser toute la matière, le gaz et la poussière, pour se nourrir, grossir et commencer à se former.
Donc la matière, la planète, pardon, elle n'est pas brillante. Enfin là, c'est observé dans le domaine radio, donc elle l'émet pas dans le domaine radio. Mais donc on pense, les théories les plus probables aujourd'hui, c'est que ces anneaux représentent sont des témoins en fait de la formation planétaire en action. Ok. La fin d'Interstellar, elle est quand même assez positive puisqu'il y a une planète colonisable qui est apparemment trouvée. Et est-ce qu'il serait possible, nous, dans notre réalité, qu'il existe une planète comme celle-ci? Est-ce qu'on a des pistes scientifiques, des hypothèses sur la question? Est-ce que ça serait possible de rejoindre une telle planète? Alors non, il n'y a pas de planète B. Donc ça, c'est, la planète la plus proche, l'exoplanète la plus proche aujourd'hui qu'on connaisse, elle est dans, c'est Centaure. Proxima du Centaure, merci. Et donc Proxima du Centaure, c'est à 4 années-lumière de nous. Donc 4 années-lumière de nous, si on se déplaçait à la vitesse de Voyager, qui se trouve loin pour nous, mais pas si loin que ça, je crois qu'il nous faudrait plus de 60 000 ans pour l'atteindre. Donc pas à l'échelle d'une vie humaine. Donc tout ça pour dire que oui, il n'y a pas de planète B, donc il faut bien préserver notre Terre parce qu'elle est unique et que si on la détruit, ce sera surtout pour en fait l'humanité que ce sera un problème parce que je pense que la Terre après elle vivra sa vie, elle s'en remettra, mais c'est plus pour nous en fait. Mais donc aujourd'hui non, on n'a pas de plan B et on a intérêt à préserver notre Terre. Ok, bon, on a abordé pas mal de questions. Est-ce que vous avez peut-être des questions supplémentaires à poser à Roman sur son travail ou sur les liens qu'il peut y avoir avec le film Interstellar? Pas de questions? Oui? Non? Ah oui, donc là c'est une bonne question ça. On est sur plusieurs millions d'années. Donc un système protoplanétaire comme ça, c'est entre 1 et 10 millions d'années. 1 et 10 millions d'années après que l'étoile ait commencé à se former. Sachant qu'avant, à l'étape des grands nuages, des grandes structures qu'on montrait juste avant, il peut y avoir déjà plusieurs millions d'années qui sont passées pour former ces grandes structures. D'autres questions? Non? Eh bien, je vais passer la parole à Audrey pour conclure cette soirée. Merci beaucoup. Eh bien, vous l'avez compris, la soirée touche à sa fin. Je voulais dire un grand merci à nos intervenants de ce soir, donc Roman Le Gall, Richard Taillé et puis Nicolas Géraud, pour s'être prêté au jeu, être venus ce soir et nous avoir éclairé sur cet univers d'Interstellar. Je voulais remercier également le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ce soutien sur ces soirées cultes, à nos partenaires, Instant Science, Kimio, Le Dôme, La Rotonde, et à toutes celles et ceux qui ont relayé l'annonce de la soirée dans leur réseau. Un grand merci aussi à nos 2 stagiaires, Ulysse et Virginie, qui ont avec brio animé des parties de la soirée. Et puis Emmanuel, Pascal, Marion, Marina, les collègues de la casemate, sans oublier Steve qui a aussi contribué à la fabrication au Fab Lab de ce magnifique exemplaire unique de Tars. Et puis à vous tous et toutes pour votre participation ce soir. J'espère que la soirée vous a plu. Je vous remercie d'être restés aussi jusqu'au bout puisque nous avons dépassé un petit peu au niveau du temps et je sais que vous attendez tous avec une grande impatience la date de la prochaine soirée culte. Alors je vous la livre dès maintenant, il faudra bien la noter dans vos agendas, elle arrive dans quelques temps. Ça sera donc le 8 décembre et nous allons évoquer le film L'univers d'Avatar. Alors voilà, tout ce qui sera autour de lui, c'est une semaine avant la sortie du 2e opus d'Avatar. Une bonne occasion de se remettre un petit peu dans le bain avant de le voir le 2e. Et puis avant la soirée du 8 décembre, bien sûr, il se passe plein de choses à la casemate et je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Et notamment si vous aimez l'univers de la science-fiction, des films, des jeux vidéo, eh bien vous pourrez revenir demain soir.
Et oui, déjà. Donc vendredi 1er juillet, vous retrouverez un événement qui s'appelle la Casemate en mode coop, où là on invite un YouTuber, un animateur plutôt vulgarisateur des sciences, avec un chercheur à jouer à un jeu vidéo. Et pendant qu'ils jouent à un jeu vidéo, en fait, ils explorent aussi une thématique. Et demain, ce sera Melvac et Jacques Véron, qui lui est directeur de recherche au CNRS, qui joueront à Sea of Thieves. Et donc, ça sera à propos des océans, des mers. Donc, n'hésitez pas, c'est également gratuit sur inscription. Et bien voilà, la soirée est terminée. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à toutes et tous un bon retour et une très belle fin de soirée. Merci.